Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir Isabelle et bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ici, en direct de la mairie de Saint-Étienne-du-Grèce, pour les vœux 2021 au Grésouillet. Ils sont virtuels, mais bien réels. Chaque année, le 3e vendredi du mois de janvier. Nous allons passer ensemble un moment avec vous, Jean Mangion, maire de Saint-Étienne-du-Grèce et président du Parc des Alpilles. Nous allons parcourir ensemble les projets de votre village à l'image humaine, exigeante et sincère. Et tout de suite, la parole est à vous. Gardons le cap 2021. Il est de tradition de souhaiter à l'occasion des vœux bonheur, travail et santé pour l'année à venir. Mais il est clair que le seul vœu sans lequel les autres ne peuvent s'avérer restera toujours la santé. Mais vu sous un angle très précis, la santé environnementale, qui doit devenir l'un des piliers de notre système de santé et le cœur des politiques publiques. On ne peut pas dire qu'un président de la République se préoccupe de la santé des Français s'il n'agit pas fortement sur les environnements toxiques dans lesquels nous évoluons, en ville, à la campagne, qui sont particulièrement pathogènes. Les aliments transformés, les pesticides perturbateurs endocriniens, les métaux lourds, cancérigènes, etc. Tout cela qui fait que notre environnement journalier est relié à l'incroyable développement des maladies de plus en plus graves qui sont la cause de plusieurs centaines de milliers de morts en France. Sans que personne ne nous demande de porter un masque pour les éviter ou interdise l'utilisation de produits dans les aliments qui en sont la cause. Plus de 40% des cancers proviennent de ce que nous respirons, de ce que nous mangeons, soit près de 60 000 morts annuels. Qui fait quoi? Qui interdit quoi face à ce fléau? Il est donc fondamental de revoir notre politique de santé si nous voulons préparer la France de demain, prendre en compte les contaminations chimiques de l'alimentation, à l'origine de maladies chroniques qui nous fragilisent face à ce nouveau virus. La biodiversité, détruite par l'activité humaine, ne nous protège plus des affections apparues ces dernières années, qui sont le plus souvent des maladies infectieuses, animables, transmises à l'homme, telles le SRAS ou le Covid-2, virus à l'origine du Covid-19. En posant la santé comme le vœu de cette année 2021, c'est aussi la manière de replacer l'homme et la planète au cœur de l'économie en reconnaissant le travail comme une valeur et un droit et non pas une marchandise. Le capitalisme néolibéral doit se réformer. Ce vœu, c'est celui qui a accompagné notre démarche depuis 6 ans, celui qui nous a guidés pour construire collectivement une nouvelle vision de l'action publique, une vision différente avec une nouvelle gouvernance, la transition écologique, la préservation de la biodiversité et des écosystèmes, les déplacements de population, la souveraineté industrielle, l'intelligence artificielle, l'implication citoyenne, le désenclavement numérique et routier sont des enjeux essentiels d'un territoire. C'est en réfléchissant à notre avenir que nous serons en avance sur les autres. Nous devons, nous, élus locaux, réfléchir et nommer notre bien commun, définir le périmètre de l'intérêt général et jeter les ponts d'un avenir nouveau entre public et privé. L'interdépendance entre territoires et acteurs de ces territoires en est le cadre. Le projet politique doit en animer le débat et fixer le cap dans l'intérêt de la vie des habitants. C'est ce qui nous a guidés dans notre première mandature. C'est ce dans quoi nous nous sommes confortés pour notre deuxième mandature au regard de la crise sanitaire que nous avons subie lors de ces derniers mois. C'est pour cela que nous allons continuer dans notre projet photovoltaïque, participer à la création d'une maison de santé, développer les pistes cyclables, mettre en place la cuisine bio en milieu scolaire, protéger nos terres agricoles, participer à l'opération 1 million d'arbres lancée par le Conseil régional, acheter des véhicules électriques. Nous allons en voir quelques exemples dans les films qui vont suivre. Alors l'objectif de ce pôle médical, c'est que plusieurs professionnels médicaux sur la commune avaient besoin d'avoir des locaux plus spacieux et plus adaptés, notamment pour répondre aux missions qu'on nous demande. Donc c'est pour ça qu'en concertation avec la mairie, celle-ci a décidé de nous proposer un terrain qu'elle nous vend sur le site du marché. À l'heure d'aujourd'hui, il y aura la pharmacie, un cabinet de kinésithérapie, une podologue, et nous allons réhabiliter le rez-de-chaussée du bâtiment existant pour créer 2 cabinets médicaux.
Alors le but, c'est d'améliorer l'accueil des patients et pourquoi pas peut-être dans l'avenir d'essayer d'attirer de nouveaux professionnels de santé. Alors, nous espérons commencer les travaux en mars, enfin nous pensons les commencer en mars. Les travaux devraient durer une année, donc le pôle médical devrait se terminer, je pense, printemps 2022. Merci à Madame Virginie Desson. C'est l'occasion de vous poser une question venant de vos internautes. Est-ce que les impôts vont augmenter? Question intéressante, très intéressante et très souvent posée par l'ensemble des Grésouyais, essentiellement depuis cette première mandature que nous avons eue, vu le nombre de projets que nous avons pu aboutir et mener à bien, assez importants pour certains, qui ont donc questionné les Grésouyais. Alors avant de vous répondre sur la problématique financière, simplement je voudrais dire sur le projet que nous venons de voir, d'abord que c'est un projet privé-public, c'est qui est une nouvelle forme d'action de l'administration, c'est-à-dire de s'associer avec des privés pour monter un projet, puisque là, ce sont des privés qui construisent sur un terrain qui était public et qui était adapté par son prix à la possibilité de faire venir des entreprises, et entre autres une maison de santé. Donc je tenais à le signaler parce que c'est important de voir qu'il y a aussi des privés qui participent à l'action publique à leur manière. La deuxième chose que je souhaitais dire sur ce projet, c'est aussi qu'il est assez... aujourd'hui, il peut paraître novateur, mais il faut dire que ça fait 3 ans que nous y sommes dessus. Ça fait 3 ans que nous avons essayé de regrouper les gens du monde de la santé qui étaient sur ce territoire. 3 ans que nous travaillons avec les architectes, 3 ans que nous travaillons pour essayer de penser l'entrée de cette maison de santé qui a motivé la création, la recréation, j'allais dire, de la place qu'on peut appeler la place de la mairie, avec un rond-point, avec des trottoirs qui sont repris et avec une piste cyclable derrière laquelle plus de 40 000 m² de photovoltaïque se répandent aujourd'hui. Donc, c'est vrai que quand on présente des choses comme ça, on pourrait croire que les financements, où ont-ils pu les trouver? C'est quand même globalement un projet qui coûte à notre commune plus de 1 300 000 €. C'est lourd, c'est énorme pour une commune comme Saint-Étienne-du-Grèce. Eh bien, on a pu les trouver essentiellement parce que, nous consacrons toute notre activité, l'essentiel de notre activité à rechercher des subventionnements. Et sur ce projet-là, nous avons trouvé 80% de subventionnement. C'est énorme, c'est énorme. Nous ne pourrions pas le faire si nous ne les avions pas eus. Nous ne pourrions pas le faire, nous n'aurions pas pu le faire. La deuxième chose, c'est aussi la volonté de mettre en œuvre en parallèle dans ces projets, des projets qui vont être rémunérateurs pour la commune. C'est le cas du photovoltaïque, qui va nous ramener déjà de l'argent aujourd'hui, puisque nous louons ce que nous appelons l'aérien, et demain, lorsque nous serons propriétaires de l'ensemble des panneaux photovoltaïques, qui nous permettront de faire vivre plus de 3 000 foyers sans payer d'électricité. Ce qui est énorme. C'est ça aussi des politiques de transition énergétique, c'est le reflet même des vraies politiques de transition énergétique. Alors à travers ça, non seulement la capacité de faire des travaux privés-publics, la capacité d'aller rechercher des financements par les objets, enfin d'avoir des objets qui rapportent des financements à la commune, il y a le troisième axe qui est la gestion même de la commune. Et depuis 6 ans, nous avons mis en œuvre un cadrage de la gestion de la commune qui nous a permis approximativement d'économiser plus de 150 000 € par an sur notre budget à ce jour. Ce qui fait que si vous le multipliez sur une mandature, ça fait une somme considérable, ça fait près de 900 000 €. Et ces 900 000 €, ce sont les parts qui nous permettent de venir payer les 80% sur les projets que nous finançons. Pardon, qui nous sont financés par le conseil régional parfois, le conseil départemental et j'ose le dire, rarement l'État. À travers le photovoltaïque, il y a un autre domaine qui est fondamental pour nos enfants, fondamental pour leur avenir, c'est le numérique. Et le numérique, c'est les écoles. C'est ce que nous allons voir dans le film qui va apparaître maintenant. Puis depuis septembre, toutes les classes, c'est-à-dire les 9 classes du groupe scolaire sont équipées d'un tableau interactif
Et dans un futur extrêmement proche, d'ici 1 ou 2 mois, on aura une classe mobile, c'est-à-dire 25 tablettes avec lesquelles les enfants pourront travailler aussi en plus du tableau interactif. Alors c'est une façon différente de travailler, c'est surtout le plus grand avantage, c'est de mémoriser ce que les élèves et les travaux qu'on peut faire par rapport à un tableau ordinaire où on efface. Là, on a une possibilité de mémoriser le travail, de faire des corrections de façon indépendante par rapport aux travaux qu'on fait d'habitude. On peut aussi mettre le support tout de suite et corriger sur le support, donc corriger des cahiers d'élèves pour que les autres puissent voir les fautes. Et puis, il y a aussi l'intérêt grandissant de leur projeter des images très rapidement, de façon même instantanée lorsqu'on parle d'un sujet. Alors on va plus chercher sur un dictionnaire, mais on a quand même des images qui arrivent tout de suite avec une connexion Internet. Merci Florence Sigaud. Il n'y a pas que du numérique dans votre projet. Pouvez-vous nous en dire plus? Effectivement, dans le projet pour les écoles, pour l'enfance, pour la jeunesse, nous avons un projet qui est plus global sur les écoles. C'est non seulement de moderniser les écoles comme nous avons pu le faire, entre autres à travers le numérique, mais ça concerne plus la partie enseignement, mais c'est aussi de moderniser nos bâtiments. Nous avions une cantine qui était trop restreinte, nous allons l'agrandir. Nous avions le projet, et nous avons le projet d'un grand écoquartier qui va nous amener des enfants de plus en plus à l'école de Saint-Étienne-du-Grèce. Donc nous avons là aussi projeté de créer 2 nouvelles classes afin de pouvoir répondre à cette arrivée. Et ensuite, nous avons modernisé par la climatisation. Nous avons terminé, bien sûr, ce travail de climatisation. Puis il y avait aussi des travaux d'entretien sur les toitures. Donc le projet des écoles n'est pas effectivement que le numérique. Il est beaucoup plus large que le numérique. Et je voudrais terminer en disant que le numérique, c'est fondamental pour les enfants. C'est leur avenir. Il m'était impensable pour moi, dans la première mandature, et je ne porte aucun jugement sur le passé, sur le village, je veux dire, il m'était impensable pour moi qu'un gosse aujourd'hui à Saint-Étienne-du-Grèce ne soit pas confronté au numérique dès sa rentrée dans l'école. Ils vont vivre avec ça, ils vivent aujourd'hui à travers l'ensemble des outils, des jouets qu'ils ont. Ils vont le vivre constamment, ça va occuper constamment leur vie, ça va être un outil indispensable de leur existence. Et je pense qu'il faut qu'ils s'y familiarisent dès les premiers moments où ils pénètrent dans un établissement scolaire. Je crois que c'est notre rôle et c'est notre devoir. Et au-delà du tableau, nous sommes en train de travailler, ça va prendre un peu plus de temps, beaucoup plus de temps, mais nous y arriverons. Nous sommes en train de travailler sur le bureau numérique, qui est l'ultime objet pour des gosses qui viennent à l'école, plus de cartable, tous les livres dans leur tablette, interactivité avec le travail chez eux, ils arrivent, ils ont un ordinateur, ils peuvent se brancher, ils peuvent travailler avec leur matériel, ils peuvent travailler avec l'instituteur, donc tout ce qui va faire l'enseignement de demain. Et je pense qu'on n'a pas eu tort d'acter dans ce domaine, quand on voit aujourd'hui qu'avec le Covid et le travail qu'ont fait les instituteurs, par exemple, en restant chez eux et en travaillant en interactivité grâce à des outils numériques, eh bien on a la preuve là que le numérique a du sens. Mais je pense qu'au-delà de cette expérience qui va, j'espère, s'arrêter, le Covid, le numérique a déjà prouvé qu'il était l'objet de demain pour les gosses, et donc l'enseignement doit le prendre en compte. Nous avons parlé, en parlant des écoles, d'un écoquartier, d'un nouveau quartier de Saint-Étienne-du-Grèce. Nous allons maintenant en voir le projet sur vos écrans. Alors cet écoquartier se développe à l'ouest de la commune, sur le cours du Loup. Il est prévu à ce jour 168 logements, dont 10 terrains à bâtir, c'est-à-dire 158 logements construits. Il se trouve vraiment à forte proximité du centre du village, et tout l'intérêt, c'est de favoriser le lien avec le cœur du village et les commerces existants.
Pour ce faire, on crée des cheminements piétons, des cheminements vélos. La grosse particularité de ce quartier, c'est qu'il sera en majorité surélevé par rapport à la zone d'expansion de l'eau. Et donc, il y aura un effet un petit peu de bâtiment sur pilotis, avec une architecture qui sera régionale, puisqu'on va retrouver de la tuile, on va retrouver de la pierre, on va retrouver de l'enduit, mais en même temps avec une écriture contemporaine, c'est-à-dire des années 2020. La norme que nous utilisons, la certification, s'appelle bâtiment durable méditerranéen et nous permet surtout de créer des bâtiments très ventilés, avec des extérieurs, avec de l'ombre, pour que la vie à l'intérieur du bâtiment puisse se faire vraiment de manière le plus agréable possible en hiver et en été, puisque nous aurons des bâtiments qui ne seront jamais plus hauts qu'un étage, c'est-à-dire un rez-de-chaussée et un étage. Donc la hauteur d'une maison normale, une maison avec un étage. Donc nous travaillons en étroite collaboration avec la ville et avec les différentes administrations. Nous allons déposer un permis au premier semestre 2021, donc cette année, et les travaux pourront commencer dès l'année 2022. Depuis le début, la démarche qui a été faite entre l'établissement public foncier, la commune de Saint-Étienne-du-Grèce et la société Primo Sud va dans le sens d'un projet partagé, c'est-à-dire tout est soumis à discussion et la commune de Saint-Étienne-du-Grèce a toujours souhaité que la population soit consultée et aussi que l'économie du territoire, pas seulement de Saint-Étienne-du-Grèce, mais on va dire du grand quartier des Alpilles, puisse être sollicitée sur ce projet. Et évidemment, on va faire en sorte que le maximum d'entreprises de la région soient partenaires pour construire ce projet. Merci, Monsieur Renaud Tarazi. Je suis gressouillaise. Je suis intéressée par l'écoquartier. Suis-je prioritaire? C'est une très bonne question. Je comprends bien que les grésouillers aient pu la poser. C'est une question qu'on nous pose souvent. Qui pourra accéder à cet écoquartier? Alors, vous avez vu ce qu'est un écoquartier. C'est un quartier qui s'articule autour d'un immense jardin, mais qui n'est pas dans un cloisonnement classique de quartier. C'est un quartier où vous trouvez des maisons qui vont valoir aux alentours de les petites maisons individuelles de 150, 220, je ne sais pas exactement encore, 1000 €. Mais vous pourrez aussi trouver des résidences beaucoup plus importantes, à des prix beaucoup plus importants. Et c'est ce qu'on appelle, dans un espace unique, avoir la possibilité de créer un parcours résidentiel. Ce qui veut dire que vous pourrez, selon l'évolution de votre vie, passer effectivement d'une toute petite maison à une beaucoup plus grande ultérieurement, si vous avez des enfants, si vos capacités financières le permettent. Le deuxième intérêt de cet écoquartier, c'est aussi de relier cet écoquartier à tout le cœur de village. En ce sens que des pistes cyclables, pour certaines qui pourront vous amener directement dans vos maisons, pour d'autres qui traverseront le jardin, traverseront les maisons, les petits immeubles, s'il y a une part d'immeubles à vocation sociale, c'est 2 immeubles et qui sont simplement sur un niveau, essentiellement réservés aux personnes âgées, comme nous avons le Riga en cœur de village. Donc, c'est aussi la possibilité de donner une autre manière d'appréhender la ville, de l'appréhender en bicyclette. Et de cet écoquartier, vous pourrez aller dans tous les quartiers du village. On pourra même rejoindre d'autres quartiers plus éloignés, comme le quartier de l'Orade. C'est le projet, donc, que nous avons accroché à l'écoquartier, de redonner la possibilité aux habitants du village de pouvoir aller faire leurs courses, d'où qu'ils soient, en bicyclette. Voilà un peu l'esprit de cet écoquartier. Et au-delà de l'esprit, ça a été aussi la volonté de pouvoir offrir des maisons aux capacités financières de chacun. Et de ne pas faire de ce quartier un quartier simplement ou résidentiel ou plus ou moins paupérisé.
Donc, c'est de pouvoir que chacun, c'est-à-dire que un couple qui a 2 SMIC, va pouvoir s'acheter une maison dans ce quartier, et en espérant que dans l'avenir, il pourra progresser dans l'habitat qu'il aura. On vient de voir un projet de rénovation urbaine. Eh bien, il y a un autre domaine, c'est le domaine des traditions, le domaine de la culture provençale, où aussi nous allons faire une rénovation sans aucune volonté de s'insérer dans les problèmes de culte et autres. C'est la rénovation de Notre-Dame du Château. Ici, il y a des chrétiens depuis très longtemps, puisqu'on a trouvé dans les fouilles archéologiques des assiettes avec des croix qui remonteraient au 5e siècle. Et l'endroit s'appelle Notre-Dame du Château, parce qu'ici, il y avait un petit oppidum romain, un petit castellum romain plus exactement, qui succédait à un petit oppidum celto-ligure, salien. Et bien, au Moyen-Âge, on a construit ici une église dédiée à la Vierge Marie, Notre-Dame du Château. Cette chapelle, pour les Grésouillers, c'est un peu le symbole de leur village, puisque sur le blason du village de Saint-Étienne-du-Grèce, de la commune, il y a précisément la chapelle Notre-Dame du Château. Donc c'est vraiment un lieu emblématique. On voit cette chapelle de partout, depuis la plaine de Tarascon et de Saint-Étienne-du-Grèce. C'est vraiment un repère pour tous. C'est aussi une protection, la protection de la Vierge Marie, qui protège les habitants dans leur vie quotidienne et dans leurs travaux, mais aussi dans leurs amours et aussi leurs peines. On est ici sur un belvédère qui est absolument sublime et qui nous montre la Provence dans sa quintessence, enfin dans sa pure beauté en fait. Et cette petite chapelle très humble trouve vraiment sa place dans ce merveilleux écrin des Alpilles. Cette chapelle a besoin de travaux. Vous savez, une chapelle qui a 1000 ans, c'est une vieille dame, donc elle a des rides, elle a des problèmes d'arthrose, j'allais dire, surtout au niveau de la voûte, parce qu'il y a un arbre qui s'est mis à pousser, qui a trouvé que le toit était très agréable pour avoir peut-être une meilleure vue sur ses confrères. En tout cas, il a mis ses racines très profondément dans les barres de pierre du XIe siècle, hein, qui protègent la voûte de notre église. Et malheureusement, ces racines sont très profondes et ont déstabilisé ces fameuses barres, comme on les appelle, ces fameux barres de pierre. Et du coup, la toiture est un peu en difficulté actuellement. Alors, nous avons saisi évidemment Monsieur le maire, Jean Mangion, qui, avec beaucoup de promptitude, s'est occupé de monter un dossier, trouver les subventions. Et ce dossier, a été lancé. Donc, nous espérons que pas avant malheureusement 2024, mais enfin il faut du temps, donc laissons le temps au temps, et aussi à l'administration pour faire son travail. Donc normalement en 2024 ça devrait être fait, il devrait y avoir une réfection complète de la chapelle pour qu'elle retrouve tout son éclat, sa beauté si romane, dans toute sa splendeur. Et nous attendons ce moment bien sûr avec beaucoup d'impatience, mais en attendant il faut quelques précautions pour éviter que ça ne s'aggrave, et Monsieur le maire en est très conscient, donc il suit avec beaucoup d'attention ce dossier, pour l'intérêt de tous. Merci au Père Michel. Une autre question de vos Grésouillais. Avez-vous prévu des animations festives pour 2021? Alors, les animations festives de 2021 seront un peu la résultante des problématiques sanitaires non seulement de notre village, mais aussi de la France. Effectivement, nous avons travaillé sur une nouvelle animation dans le village, et à la différence de ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, l'aspect traditionnel avec les fêtes de Saint-Éloi, qui est pour nous un moment très important de la vie de notre commune, et tout au long de l'année, parce qu'il y a aussi une Saint-Éloi d'hiver. Nous avons aussi, à côté de la tradition et à côté de tout ce que nous faisons autour des traditions, nous avons souhaité développer une vision plus contemporaine de la culture avec ce que nous avons fait sur le silo et avec le street art, les problématiques de street art qui sont en train de prendre une envergure de plus en plus importante, puisque c'est lorsque ce projet sera terminé, c'est un musée hors les murs qui sera présent à Saint-Étienne-du-Grèce, puisque l'ensemble des murs du silo, qui est un patrimoine, donc lié à la problématique de la tradition, c'est un patrimoine historique, patrimoine industriel,
l'ensemble des murs du silo seront couverts d'objets faits par des artistes. Et ce sera un musée à ciel ouvert. Vous n'aurez plus besoin de rentrer et de payer pour le regarder. Vous ferez le tour et vous aurez vu un ensemble d'œuvres contemporaines. Voilà, donc je dis ça pourquoi? Parce que c'est les deux battants dans ces politiques, le battant avec d'un côté la tradition, de l'autre côté aussi la modernité. Mais le nouveau projet que nous avons lancé, qui devait sortir pour 2020, qui n'a pas pu donc, et que nous sommes en train de reprendre pour 2021, il est lui lié un peu, et il est dans l'intérêt donc des Alpilles, mais des Alpilles en tant que parc. C'est-à-dire que nous sommes partis de l'idée que nous sommes dans un parc. Si nous sommes dans un parc, c'est pas pour rien. Si nous avons décidé d'y habiter et d'y vivre, c'est pas pour rien non plus. Pour certains, c'est parce qu'il y avait une histoire familiale, mais pour d'autres, ce sont de véritables choix. Des choix de vivre dans la nature, des choix de vivre différemment, des choix de vivre dans des paysages remarquables, des choix de vivre dans des territoires qui ont décidé de moduler, de faire évoluer leur politique, comme nous l'avons fait avec le photovoltaïque, avec la transition énergétique, avec les problématiques de pistes cyclables et donc de tourisme durable, cyclable, pédestre, équestre. Donc c'est toute une volonté, et c'est une troupe de théâtre qui s'appelle la troupe Nono, qui est une troupe marseillaise, qui a un remarquable et splendide théâtre implanté à Marseille. C'est avec cette troupe de théâtre que nous avons monté un projet d'une sorte de grand carnaval qui va tourner dans toutes les communes de la communauté de communes de la Vallée des Baux, c'est-à-dire dans 10 communes, mais qui sera sur le thème du recyclage des déchets, du travail fait par le parc naturel des Alpilles. Par exemple, il y aura certainement un char avec un énorme aigle de Bonelli, puisque nous avons réintroduit l'aigle de Bonelli dans les Alpilles, et vous aurez comme ça un ensemble d'exemples. Et ces chars, tirés par des chevaux, donc il n'y aura pas d'intervention mécanique, il n'y aura pas d'essence. Donc ces chars vont faire le tour de l'ensemble de nos villages, avec des troupes donc liées au nono. Ce sont des troupes d'art de la rue qui feront des ensembles d'actions dans chaque village, et il y aura en même temps des grands banquets républicains, et il y aura donc toute une activité qui sera dévoilée au fur et à mesure des mois et des années à venir. J'ai effleuré tout à l'heure des éléments de ce que nous appelons maintenant dans le jargon qui s'est vraiment développé avec les problématiques environnementales, le développement durable. Nous avons parlé de photovoltaïque, nous avons parlé des pistes cyclables, nous avons parlé aussi des problématiques d'écoquartiers. C'est ce que nous allons maintenant voir dans le film qui va vous être présenté. Saint-Étienne-du-Grèce est une commune exemplaire dans le cadre de la transition énergétique. Nous exploitons donc et revendons notre production d'électricité. En contrepartie, la commune reçoit un loyer annuel et apporte à tous les usagers du parking un confort à l'abri du soleil et de la pluie. Et globalement, nous aurons en production 14 ombrières, 24 000 panneaux seront installés, 40 000 m² de couverture pour une puissance totale de 6,6 MW et une production électrique de 9500 MWh. Alors en fait, pour être plus parlant, c'est l'équivalent de la consommation annuelle de 2200 foyers, soit 3 fois la consommation de tous les grésouyers. Alors la deuxième partie, théoriquement, est mise en service début mars. Les travaux se terminent fin février certainement, et on respectera les délais que nous nous sommes fixés. Merci, Monsieur Alain Vavrin. En pratique, parlez-nous du développement durable dans votre commune. Le développement durable, ça touche tous les domaines d'abord. Ça touche le domaine de l'urbanisme, ça peut toucher aussi le domaine de la culture, on vient de le voir dans les films qui nous ont été présentés. Ça touche le problème de la santé, je l'ai dit dans la première partie de l'intervention sur ces vœux. Donc c'est une volonté, une philosophie qu'on applique à tous les projets que nous menons. Nous avons d'ailleurs un conseiller municipal adjoint au développement durable qui
essaie de mettre l'empreinte, de nous faire mettre l'empreinte, parce que ce n'est pas toujours évident dans l'esprit de tout le monde, de mettre l'empreinte durable sur tous les projets que nous faisons. Et aucun projet mené par la commune ne passe pas à la moulinette du développement durable. C'est pour ça que nous avons pensé pistes cyclables pour développer la bicyclette et la sécurité des enfants pour se rendre à l'école. C'est pour ça que nous avons pensé sur le marché qui était un espace complètement bétonné, donc ce n'est pas nous qui l'avons bétonné, il existait historiquement, que nous avons pensé pouvoir installer du photovoltaïque et que nous pourrons un jour rendre cette commune énergétiquement complètement indépendante. C'est pour ça que quand on a pensé un nouveau quartier, on a pensé un éco-quartier, parce que les éco-quartiers, comme vous avez pu le voir sur le petit film, prennent en compte l'intégration de la bicyclette, prennent en compte l'intégration de la nature dans le quartier qui est construit, prennent en compte donc des problématiques de développement durable. C'est pour ça aussi qu'en matière culturelle, nous avons lancé ce grand projet de Carnaval des Alpilles qui sera sur cette base-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à travers ce projet, c'est aussi le moyen de faire porter ce message auprès des enfants. Parce que ce seront les décideurs de demain, c'est eux qui mèneront ce pays et sûrement ce village demain, prendront notre place. Et nous souhaitons, nous, aujourd'hui, qu'ils l'apprennent dans un esprit que nous avons instauré maintenant depuis une mandature et que nous allons encore instaurer tout au long de cette mandature et qui nous semble important pour la santé de nos concitoyens, mais aussi pour le développement de notre société, l'évolution de notre société, non seulement au niveau local, mais au niveau national et international. Il était important de vous dire que le projet que nous avons pour notre village ne venait pas de nulle part, et avait bien une vraie finalité humaine, exigeante, sincère, et cette crise sanitaire nous donne à mon sens raison. Sachons ne pas oublier ce cap. Remercions la région et le département qui nous suivent dans ce combat et regrettons que l'État ne cesse de diminuer son aide à nos communes. Votre priorité, c'est d'être à l'écoute de vos grissouillets et de leurs préoccupations. Vous avez reçu de nombreuses questions de vos internautes. Une de leurs grandes préoccupations, c'est la vitesse en ville. Pouvez-vous nous en parler? Bien, votre question, qui est aussi une question très souvent posée sur Facebook et lorsqu'on rencontre des grisouillers dans nos rues, cette question, il faut la raccrocher à tout le projet municipal. Elle n'est pas indépendante du projet municipal. Elle n'est pas la volonté d'aller moins vite dans une ville. Elle est la volonté de tout ce qu'on a à travers les films vus et tous les projets qu'on a agrégés depuis la première mandature et qu'on va agréger sur cette seconde mandature. C'est cette volonté d'être dans un mieux vivre dans ce village. Et mieux vivre, c'est aussi pouvoir se promener tranquillement. C'est ne pas avoir peur. C'est savoir que des enfants peuvent aller de l'Orade jusqu'à leur école en bicyclette sans être accompagnés par un tiers, du moment où il y aura les pistes cyclables et du moment où il y a aujourd'hui la zone à 20 dans le cœur de village à hauteur des écoles. C'est aussi la volonté de mieux manger. Ça s'adresse plus particulièrement à nos enfants, mais ça s'adresse à nous aussi, dans notre manière d'acheter. Pour nos enfants, nous allons mettre complètement le bio au sein de nos écoles. Et pour nous, aller vers le mieux manger, nous avons un marché de circuit court qui est exceptionnel, qui est le plus gros de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et qui est là pour nous permettre d'avoir un mieux manger quotidiennement dans notre vie de grisouiller. Mais c'est aussi la possibilité de mieux respirer, puisque par exemple, au niveau déjà des voitures municipales, nous allons dès l'année prochaine aller vers l'électrique. C'est la possibilité d'utiliser moins de gasoil. C'est aussi la volonté d'utiliser moins de pollution lumineuse. C'est donc un ensemble de choses qui fait que mieux se déplacer en sécurité dans une ville où on est mieux, où on peut plus facilement rejoindre tous les points de la ville, où on mange différemment, eh bien ça va avec. Ça ne peut pas être traité indépendant ou seulement, c'est un tout. Et c'est ce qu'on essaie d'expliquer aux grisouillers, c'est ce que j'essaie d'expliquer régulièrement.
que aller plus doucement, ce n'est pas que aller plus doucement, c'est participer aussi à une autre mode de vie. Un autre sujet sensible, à quand la vaccination à Saint-Étienne-du-Grèce? Effectivement, sujet très sensible, et les Grésouyers sont demandeurs d'informations sur ce point. Je peux simplement confirmer aujourd'hui, d'abord, que la responsabilité de l'organisation de la vaccination, en France et d'ailleurs, est de la responsabilité de l'ARS. C'est ni la commune, ni la communauté de communes, ni qui organise le principe de vaccination. Seule l'ARS décide des lieux, décide des moments et décide de la manière dont les gens pourront venir se faire vacciner. Donc, pour Saint-Étienne-du-Grèce, il n'y aura pas de lieu de vaccination à Saint-Étienne-du-Grèce. L'ARS pour le Pays d'Arles a choisi 3 points, entre autres un point sur Arles, mais aussi un point sur Saint-Rémy. Donc c'est celui-là où les Grésouyers pourront se rendre. Dans un premier temps, il s'agit uniquement des personnels de santé et dans un deuxième temps, l'ensemble des personnes de plus de 75 ans. Quand je dis dans un deuxième temps, c'est en même temps, parce qu'en fait, les 2 vaccinations se cumulent l'une après l'autre dans le même espace-temps. Vous êtes président du Parc des Alpilles, président du réseau 9 parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur, vice-président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Pourquoi cet engagement? Alors, vous savez, ça c'est plus personnel comme engagement. D'abord, l'engagement dans la défense de l'environnement, c'est un engagement qui est très personnel au départ. Ça devient une grande politique, mais ça ne l'a pas toujours été. Loin de là. On n'en serait pas là où on en est aujourd'hui si ça l'avait été. Donc, j'ai passé ma vie dans le monde politique. J'ai passé 40 ans de vie à côtoyer le monde politique depuis le président Giscard jusqu'à notre... non, pas le dernier, puisque je ne travaillais plus dans le milieu, mais l'avant-dernier. Donc j'ai eu une vision de ce qu'était le monde politique et j'ai toujours reproché, et quand je faisais beaucoup de conseils auprès de certains, je disais toujours, dans la vie politique, il faut prendre des axes majeurs d'action. On ne peut pas répondre dans la vie politique à tout. Le français attend qu'on réponde à tout, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas pensable. Donc il faut prendre des axes qui vous personnalisent. Et moi, j'ai décidé de prendre l'axe des problématiques environnementales. C'est pour ça que j'ai souhaité être président du Parc des Alpilles, c'est pour ça que j'ai eu la chance d'être élu président des parcs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et que du coup, au niveau national, le président des parcs de France m'a proposé d'être vice-président de la Fédération nationale des parcs. C'est parce que ça correspondait à mon sentiment profond. Je pensais qu'aujourd'hui, un homme politique ne peut pas faire de la politique, sans s'identifier à une forme d'action liée à la problématique environnementale, parce que cette problématique, c'est notre survie qui est en jeu à travers cette problématique. Et elle ne peut plus être oubliée du discours politique. Merci d'avoir partagé avec nous l'ensemble de vos projets, d'amener tant d'humanité et de sécurité dans votre ville. Merci Jean Mangion. Merci Isabelle. Belle année 2021 à tous, à vous Grésouyers, Grésouyaises, fonctionnaires, municipaux qui nous accompagnent dans cette démarche, enseignants, toujours présents, personnel médical qui est aux avant-postes, vous tous qui avez permis à notre économie de continuer tant bien que mal son activité, merci, belle année et longue vie, longo mai.